Bienvenue François Bayrou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews et en direct ce matin avec nous. Tous les partis, tous les grands partis sont aujourd'hui groggy. Ils cherchent apparemment la parade pour éviter une nouvelle hécatombe. Est-ce que dimanche, ils vont y échapper? Non, je ne crois pas qu'ils échapperont au jugement des Français. Je pense que dans le tréfonds des citoyens, du peuple des citoyens, qui au fond s'est forgé une opinion au travers de ces derniers mois, il y a la volonté de donner au président de la République les moyens de son action. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y avait, on y reviendra peut-être, une très grande lassitude et un très grand rejet des formations principales qui ont fait la politique depuis des années. Et deuxièmement, parce qu'ils ont vu depuis 4 ou 5 semaines, depuis la prise de pouvoir, ils ont vu un président de la République. Ils se sont reconnus dans la manière dont Emmanuel Macron, jeune président, incarnait la fonction. C'est très difficile incarner une fonction. Incarner. Tout d'un coup, on voit dans un homme un président. Dans un homme jeune, vous dites un président. Que c'est fait. Et ce que tous les Français ont vu, à la fois dans la vie politique internationale, dans la vie politique nationale, dans une certaine manière d'être à la fois détendu et réservé. Détendu et en même temps pas sous la pression. C'est-à-dire que la stratégie Macron plus Bayrou, qui était être et de droite et de gauche et du centre en même temps, ça donne des effets et ça recompose la vie politique, le paysage politique. Mais est-ce que ça va plus vite que ce que vous aviez prévu, tous les deux, ensemble, au début? Non, nous étions optimistes. Vous avez vécu avec nous toute cette période. Chaque fois qu'on allait sur un plateau de télévision, chaque fois, on nous disait « mais vous n'aurez pas de majorité. Comment pourriez-vous avoir une majorité? Vous n'avez pas de sortant. » À la fois pour le MoDem et pour En Marche, réunis sous l'étiquette République En Marche, vous n'avez pas de sortant, ou si peu. Non, alors comment pouvez-vous faire une majorité? Non, moi j'ai toujours pensé que l'effet, la vague lancée par l'élection présidentielle irait vite et irait loin. Est-ce que j'aurais parié pour que ça aille tout à fait aussi loin que ça? Peut-être pas. Alors, mais c'est que au fond d'eux-mêmes, les citoyens, les femmes et les hommes ont décidé qu'il fallait aller au bout de ce renouvellement. Alors, les enquêtes aujourd'hui annoncent une majorité absolue de chez absolu, 450, 455. Est-ce que vous y mettez le MoDem? Oui, bien sûr. Oui, à l'intérieur du MoDem. Bien sûr. Et vous... Le MoDem sera un des deux groupes de la majorité. Et ceci est notre accord depuis la première minute. Mais vous venez de loin. C'est en quelque sorte je ne sais pas, une résurrection. Vous obtiendrez autour de 50 députés, pas plus. Ou plus. Ne soyons pas... Romain a dit plus. Il n'y a pas de bois ici, vous pouvez pas toucher si vous êtes superstitieux. Si, il y a du bois. Ah bon. Non, mais faut pas avoir des ambitions limitées. C'est-à-dire que vous pourriez dépasser les 50. Je ne donne jamais de chiffres. Mais nous n'avons pas d'ambition limitée. Vous seriez déjà même à 50-60, peut-être le double du Parti Socialiste. Pour vous, c'est un miracle. C'est un miracle, si vous permettez. En rejoignant très tôt le candidat... Une phrase. Une phrase. C'est pas un miracle. C'est une stratégie. C'est une vision qui, tout d'un coup, s'est réalisée. Vision... Et une construction. Vous m'accorderez que je la porte depuis longtemps envers et contre tous. Envers et contre beaucoup d'observateurs. Oui, sous les critiques, les huées, les sifflets, etc. Voilà. Mais voilà la persévérance. En rejoignant très tôt Emmanuel Macron, candidat, vous étiez indispensable. Dans 5 jours, le 18 juin, vous ne le serez plus. Mais je ne cherche pas à être indispensable. Non, non, je veux dire, le MoDem, si Emmanuel Macron a 400 députés et vous 50-55, on peut même se passer du MoDem. Eh bien, le MoDem ne cherche pas à avoir la clé de quoi que ce soit. Je lis des papiers en disant, mais en fait, ils auraient voulu qu'il y en ait moins pour pouvoir... Jamais je n'ai voulu, ni souhaité, ni espéré une situation dans laquelle la majorité serait
insuffisante, serait de peu d'ampleur, de mais sorte si vous l'avez qu'on fait, pourrait François la Bayrou, faire c'est chanter. parce que vous pensiez qu'à un moment, on aurait besoin de vous. Mais Non, là, avec une majorité de 400, on n'a pas besoin du MoDem. Vous vous trompez, On vous vous trompez complètement. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça. C'est complètement faux. Ce que nous incarnons, à la différence du nouveau parti qui est En Marche, c'est un courant politique qui vient de loin, qui a son histoire, qui a été un des piliers essentiels de la résistance, qui a fait l'Union européenne, qui a une conception de la démocratie exigeante et de la vie politique qui ne ressemble à aucune autre. Donc, et on va en parler. Dites, on aura besoin de vous. C'est ça que je veux entendre. Je ne dis même pas on aura besoin, parce qu'il y aurait on aura besoin une forme de menace. Je n'éprouve rien de tout ça. Je me sens, je vais vous dire, c'est bizarre, parce que c'est probablement la première fois de ma vie, je me sens en parfait accord avec le président de la République. Avec le jeune président de la République est en harmonie avec François Bayrou, qui est en harmonie avec Emmanuel Macron, président. Ben, c'est exactement ça. Je me sens en confiance. Et beaucoup de Français, comme moi. Si vous me disiez, mais quelle différence avez-vous, quelle nuance ? Je n'en vois pas. Je vois ses intentions. Ses intentions sont justes pour le pays. On en reparlera. Et c'est exactement à ceux qui disent, comme mon excellent confrère Éric Le Boucher dans l'Opinion, que le macronisme est un renouvellement, mais le renouvellement d'une élite par une élite, qui est coupée des classes populaires. Eh bien, je ne crois rien de tout ça. Je pense que ce qui s'est exprimé à l'élection présidentielle au travers de cette majorité nouvelle, c'est quelque chose que, vous vous souvenez, j'avais devant vous défendu quand est sorti mon dernier livre. Le pays en avait marre du pessimisme. Le pays, responsables économiques. Non, le pays profond, ceux qui ont des difficultés dans le travail, ceux qui ne se sentent pas bien dans le monde dans lequel... Tous en avaient marre du pessimisme. Et ce que la majorité nouvelle a apporté et Emmanuel Macron a porté, a incarné, c'est au fond le choix d'affronter l'avenir sans en avoir peur. Et il n'est pas vrai que les classes populaires soient à l'écart de ce mouvement. François Bayrou, le parti Les Républicains est au bord de la scission. Il y a beaucoup de députés, d'élus qui sont complètement paumés. Ils sont divisés entre ceux qui sont prêts à voter la confiance, il y a un vote de confiance avec Édouard Philippe la semaine prochaine, ou à voter des réformes, et d'autres qui sont opposés par principe. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux modérés ? Tout à l'heure, vous me disiez, au fond, les deux grands partis ont perdu, sont écrasés. Moi, je crois qu'il faut en voir la raison. Il y a une première raison qu'on a esquissée, c'est l'usure. Des pratiques, des méthodes, usure y compris des visages. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais la deuxième raison, c'est que les Français en ont assez de la guerre de tranchées, d'un camp contre l'autre. Quelles que soient les idées de celui qui parle, quoi qu'il pense au plus profond de lui-même, que fait-il? Il dit « ceux qui sont mes adversaires ont tort sur tout ». Et là, vous leur dites ce matin, j'ouvre à mon tour les bras, qu'ils viennent. Je ne caricature pas, mais je dis que ce que les Français attendaient, et que pour ma part j'ai plaidé longtemps, ce que les Français attendaient, c'est que dans une situation de crise aussi profonde, on s'y mette tous. Donc ils ont avec nos différences. Donc ils ont leur place. Je continue parce qu'il y a des projets importants. Demain, au Conseil des ministres, vous présenterez les 3 projets de loi de moralisation de la vie publique qui s'appellent maintenant « Redonner confiance dans la vie démocratique ». Les 3 sont prêts? Les 3 sont prêts, bien sûr. Bon. Mais les 3 sont prêts, mais je n'ai pas l'intention que ce soit bouclé, définitivement, fini. On va avoir un débat parlementaire, on va avoir un débat civique. Il y a des formations politiques, En Marche, le MoDem, les Verts, qui m'ont dit « mais nous, on veut se saisir de ce sujet et réfléchir avec nos membres ». Je suis tout à fait prêt à entendre... Donc c'est un projet, mais qui est ouvert. Je suis prêt à l'Assemblée à accepter des amendements si ces amendements sont utiles au projet. Il y a sûrement des chapitres qu'on n'a pas ouverts et qu'on peut ouvrir. Une réforme de la Constitution pour supprimer la Cour de justice de la République. Ça ne change pas, c'est oui. Non, mais peut-être faut expliquer à ceux qui nous écoutent en une demi-phrase. La Cour de justice de la République, c'était une justice d'exception pour les ministres.
qui n'étaient pas jugés par des magistrats, mais jugés par leurs pairs parlementaires. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Et il faut en sortir. Et il faut avoir une justice... La justice, la même pour tous. La même pour tous, avec les précautions nécessaires. Interdire plus de 3 mandats identiques et successifs de députés, de sénateurs ou d'exécutifs local, sauf pour les petites communes, ça vous confirmez. L'autre projet de loi va interdire de recruter des membres de sa famille pour les ministres, les parlementaires, les collaborateurs de cabinet des élus locaux. Si ce n'est pas respecté, il y a des sanctions? Bien sûr. C'est interdit par la loi, donc il y aura des sanctions. Les députés de En Marche et Modem... Pour une raison très précise, c'est parce que tout le monde a vu que le risque était un risque d'améliorer ses fins de mois en embauchant des membres de la famille. Très bien. Les députés Modem et les députés En Marche viennent souvent de la société civile. Vous vous en flattez. Ils ont des métiers les uns et les autres. Est-ce que chacun ne devient pas à lui seul un lobby? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que les gens sont... sûr. Je suis sûr. De toute façon, il y aura une interdiction pour que les conflits d'intérêts, ce que vous dénoncez, c'est-à-dire des élus qui se font le porte-parole d'intérêts privés. Il y aura dans la loi un texte qui rendra impossible cette dérive. Alors vous supprimez la réserve de l'Assemblée. J'ai calculé 90 millions d'euros. Les réserves du Sénat, 56 millions d'euros. Mais vous allez créer un fonds d'action pour les territoires et les projets d'intérêt général. Oui. Quelle est la différence? C'est-à-dire que cette fois-ci, on ne verra pas comment les comptes se feront. Qui sera le maître décideur? Les assemblées. Les assemblées de manière transparente, avec des critères et des contrôles, de manière que ce ne soit pas l'arbitraire et le clientélisme qui président à cela. Parce que c'est vrai que souvent, il s'agissait de donner un coup de main à la construction d'une salle commune dans un village. Mais vous voyez bien que ça n'est pas la même chose si c'est clair et avec des critères, et si tout le monde sait à quoi ça sert. Et on retrouve, Monsieur le ministre de la Justice, des innovations qui ressemblent à ce que vous venez de dire. Votre projet sur ce thème innove. Il va créer une banque publique de la démocratie. Au passage, c'est une idée de qui, ça? C'est une idée du ministre qui porte la loi. De moi. Cette banque de la démocratie pourrait accorder des prêts aux candidats et aux partis politiques. Au Front National aussi? Bien sûr. Je ne suis pas souvent du même avis que Mme Le Pen, comme vous savez, sur beaucoup de sujets. Mais sur ce point, lorsqu'elle, et pas seulement elle, demandez à Mélenchon, demandez à En Marche, demandez-nous, dit, mais c'est impossible d'obtenir dans un certain nombre de situations politiques, même quand on a les garanties nécessaires. En fait, c'est impossible d'obtenir des prêts de banques privées. Je l'ai vécu, et je ne suis pas le seul. C'est-à-dire Emmanuel Macron au début, il a Je pense qu'il a été dans le même cas. C'est-à-dire que les grandes banques privées ne soutiennent que les grands partis qui ont pignon sur eux. Non soutenus que ceux-là, ou de préférence ceux-là. N'est-ce pas? Sans les moyens, la démocratie n'existe pas. Et même si vous avez les garanties nécessaires, garanties qu'on peut améliorer, pousser, faire naître, pour que la démocratie puisse s'exprimer, supprimer cette obligation d'aller faire la queue dans les banques pour dire est-ce que par hasard vous ne voulez pas une banque publique de la démocratie? Monsieur François Bayrou, les partis seront à la merci de cette banque publique de la démocratie, parce qu'elle peut être soumise elle aussi aux majorités qui changent. Eh bien, sûrement pas. Nous allons prendre... Ils deviennent à la botte de cette banque. Dans le débat, nous allons prendre les précautions nécessaires pour que tout le monde soit assuré. Je prends un exemple. La Caisse des dépôts et de consignation, qui, comme vous le savez, gère le patrimoine des Français. C'est ça, pas le patrimoine du pouvoir, le patrimoine des Français. La Caisse des dépôts et consignations, elle est sous le contrôle du pluralisme. Donc la banque sera la même chose. Ça sera la même chose, et il y aura toutes les garanties nécessaires pour que personne ne puisse dévoyer la décision de la banque. Au demeurant, si jamais c'était le cas, la possibilité d'emprunter auprès d'autres établissements bancaires demeurera, mais il y aura une déclaration obligatoire. Et les banques, cette banque de la démocratie, est-ce qu'elle pourra prêter aux syndicats? Je pense que c'est un sujet que nous devons ouvrir.
parce que vous voyez bien qu'il va y avoir de grands débats autour des syndicats, notamment autour de la formation professionnelle. Et donc moi je ne verrai que des avantages à ce qu'il y ait, un système public, à condition qu'il y ait des garanties. Parce que ça n'est pas fait pour gaspiller l'argent des Français. En aucune manière, ni l'argent public, il y aura toutes les garanties nécessaires sous forme de caution ou sous forme d'assurance ou sous forme de caution mutuelle pour qu'on puisse avancer. Avec le ministre de la Justice, la loi antiterroriste pour la sortie de l'état d'urgence, elle devait être prête le 21 juin, elle sera prête à ce moment-là. Est-ce qu'il faut, puisqu'il s'agit de protéger les Français qui sont menacés par des terroristes qui se manifestent tout le temps, est-ce qu'il faut accepter une diminution contrôlée des libertés ? L'objet de la loi est de protéger les Français et les libertés des Français. Alors, je vais reprendre cette idée. État d'urgence, qu'est-ce que c'est ? C'est une période d'exception dans laquelle un certain nombre de libertés peuvent être amoindries ou suspendues. Liberté de manifester, liberté d'avoir son domicile personnel protégé, et on peut ainsi faire la liste. Or, cet état d'urgence, en raison de toutes les règles de droit et constitutionnelles, il ne peut être que temporaire. C'est la règle. C'est pour ça que vous faites cette loi antiterroriste. Il s'agit d'en préparer la sortie, qui est légale, qui est obligatoire. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est amoindrir la défense de la société française contre les terroristes qui nous menacent comme ils menacent toutes les sociétés européennes et occidentales. Le calendrier ? Eh bien, la semaine prochaine, le 21, nous l'examinerons au Conseil des ministres. Et après, au 1er novembre, en principe, le relais sera pris pour que un certain nombre de dispositions qui ne s'appliqueront qu'au terrorisme avec des éléments tout à fait des garanties de protection des citoyens constitutifs pour qu'on ne puisse pas l'étendre à d'autres. Mais le terrorisme doit être surveillé, combattu, prévenu et s'il le faut, évidemment, poursuivi. François Bayrou, il y a ces deux textes dont on a parlé, la moralisation et en même temps la loi. Mais c'est tout ? Il n'y a pas de grand chantier ou une grande réforme de la justice, Bayrou ? Pour moi, il y a de grands chantiers ouverts et que je veux ouvrir et porter. Le premier, c'est le statut du parquet, l'indépendance des procureurs. Qu'on puisse aller au bout de cette idée que les procureurs, ils portent des politiques pénales, des politiques de prévention et des politiques de sanctions de tous. Le garde des Sceaux n'intervient plus. Et ces politiques pénales sont portées par des procureurs avec des instructions générales, des textes qui disent voilà ce qu'il faut une réforme capitale qui n'a pas été faite jusqu'ici. Mais ces procureurs doivent être indépendants, garantis dans leur indépendance. Et c'est cette garantie d'indépendance des parquets et des procureurs que très vite nous allons ouvrir. C'est-à-dire en chantier dès maintenant. Et le deuxième chose, les prisons. La situation des prisons, tous les Français savent à quel point elle est insupportable. Ignoble. Et je pense qu'il faut que nous allions profondément dans cette question pour que la France soit sûre que son institution pénitentiaire est responsable, solide, et qu'elle peut remplir le rôle qui doit être le sien en respectant ce qui doit être respecté, ceux qui doivent être respectés, et en étant en même temps une garantie pour la société tout entière. Je veux non seulement ouvrir ce chantier, mais qu'on aille au bout de ce chantier. Et puis il y a peut-être une dernière chose. Je pense que l'administration de la justice, le fait qu'il y ait tout le temps des textes qui sortent et qui se multiplient, doit être l'occasion de se revoir. Interrogé. Et c'est vrai que Jean-Jacques Urvoas, vous avez laissé très grand chantier. Une 50aine, une 60aine de pages, il en avait parlé ici même à CNews. Entre l'Élysée, le gouvernement et des journalistes, beaucoup ressentent une sorte d'agacement réciproque et de tension croissante. Vous-même, est-ce qu'il est vrai que vous avez appelé directement un de mes confrères ? Quand je vous appelle directement, vous ne trouvez pas qu'il y a... pas pour m'engueuler, parce que je peux répondre. Mais voilà. Pourquoi je veux dire une seule chose. Je suis un défenseur de la liberté de la presse.
Je l'ai été toute ma vie. J'ai toute ma vie participé au débat démocratique au travers de cela. Mais il y a aussi une autre liberté que les citoyens ressentent et dont les citoyens ressentent le besoin. Il y a aussi une liberté de critique de la presse, quand on a le sentiment qu'un certain nombre de pratiques ne sont pas justes. D'accord, mais quand le garde des Sceaux ou le ministre de la Justice téléphone, c'est une pression. Quand vous m'appelez, vous n'appelez pas le garde des Sceaux. Quand nous parlons, ça nous arrive de parler, vous n'appelez pas le garde des Sceaux. Vous appelez François Bayrou, que vous connaissez depuis quelque temps, en qui vous avez une certaine confiance. Pourquoi vous l'avez appelé? Mais vous êtes un journaliste. Non, mais celui qui a été appelé, est-ce que c'est parce que l'enquête était embarrassante? Pas du tout. Ou parce que vous ne voulez pas de la curiosité de la presse? Aucune enquête n'est embarrassante pour nous. Alors, parce que nous avons toute notre vie politique et dans tout notre mouvement choisi d'être parfaitement transparent. Alors justement. Mais lorsqu'il y a des pratiques qui sortent de ce que je considère être le respect des individus, eh ben, j'ai le droit de le dire. Parce que ça n'est pas en devenant garde des Sceaux, je ne suis pas devenu le muet du sérail. François Bayrou, et nous non plus. Alors, je n'ai pas perdu mes émotions, je n'ai pas perdu mes enthousiasmes, je n'ai pas perdu mes indignations. Eh bien alors, et je ne là, est-ce que vous serez indigné ou en colère si je vous demande où en est l'enquête lancée contre le Modem et contre vous-même? Aucune enquête n'est lancée contre le Modem et encore moins contre moi. Il y a une enquête qui a été ouverte par le procureur pour vérifier si une dénonciation anonyme, je veux rappeler ça, était fondée. Alors cette dénonciation anonyme, elle a une caractéristique particulière, c'est que tout le monde sait, tous les journalistes savent, qui est l'auteur de la dénonciation anonyme. L'affaire remonte à 2010-2011, c'est une dénonciation, vous dites anonyme, parce que le journal du dimanche citait Mathieu L, donnait le prénom, mais pas et l'initiale du nom. Vous savez qui c'est? Non seulement je sais qui c'est, mais vous le savez. Non, mais il a été un de vos collaborateurs en plus. Tout le monde le sait. Et il y a une chose. Donnez le nom. Il y a une chose. Moi, je ne pratique pas la dénonciation. Qui va le donner? Mais je dis une chose. On va rester dans le brouillard? Mais non, mais vous allez le donner si vous faites votre travail. Ça n'est pas ça la question. La question, ça n'est pas qui est le nom. La question, c'est quelle est la fonction de celui qui pratique la dénonciation anonyme. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on protège cet anonymat. Qui protège? Les journalistes qui savent très bien de quoi il s'agit. On protège cet anonymat-là parce qu'on s'apercevrait alors quelle est la vraie nature de la dénonciation 3 jours avant le premier tour des élections législatives. Donc c'est une opération politique. Vous l'avez dit. Et il suffit de regarder quelle est cette fonction. C'est une opération politique ou un règlement politique à quelques jours du vote. C'est exactement l'impression qui est la mienne, mais je n'ai pas le droit de m'exprimer et ne m'exprimerai pas sur cette affaire. Non, mais on sait le prénom et le nom. Voilà. Cette personne a travaillé avec vous. Oui, aujourd'hui, vous dites cette fonction. Où est-il? Vous voulez que je dise? Parce que ça, je l'ai lu. Le dire, oui. Il travaille à la mairie de Paris. Non. Il est un des collaborateurs directs de la maire de Paris. Ah, c'est pas en plus, c'est pas à la mairie. C'est pas à la mairie. Donc vous avez dit que c'est une opération politique. Il y aurait derrière Anne Hidalgo. Il pourrait se faire qu'il y ait un lien entre ceci et cela. Mais quel intérêt y aurait-elle? Les élections législatives. Vous avez suivi dimanche dernier les élections législatives? Oui, c'est-à-dire regardez les gens qui se présentaient et ceux qui ont été éliminés. Vous aurez peut-être des réponses aux questions. Donc, opération politique, la mairie de Paris et peut-être le maire de Paris. Non. Il y a une enquête. Cette enquête est conduite par des responsables, des magistrats, des policiers... En France et au Parlement européen aussi. Et des policiers en qui j'ai toute confiance. Oui. Et je sais que tous mes collaborateurs, au travers du temps, sont dans une situation parfaitement transparente. Que tous les contrats de travail, que tous les bulletins de salaire, je l'ai offert 10 fois, sont à la disposition de qui veut. Il n'y a rien de plus simple. Pourquoi vous ne les rendez pas publics? D'abord... pas vous, mais au Modem. J'ai dit, ils sont chez nos avocats et c'est très facile de les consulter. Donc ils seront publiés. Si vous-même, vous êtes
interrogé. Est-ce que vous accepteriez, s'il fallait, être auditionné? Sans aucun doute, je demanderai au Conseil des ministres l'autorisation d'être entendu parce que je considère qu'on doit répondre aux questions que les magistrats vous posent. Mais avec le risque d'être interrogé par des magistrats qui dépendent hiérarchiquement de vous? Non, il se trouve que non. J'ai demandé, par instruction écrite, de ne pas être tenu au courant de l'évolution de cette enquête. Vous savez que la loi fait qu'un certain nombre d'indications sur les enquêtes remontent au garde des Sceaux. J'ai demandé par instruction écrite, depuis déjà plusieurs jours, que s'agissant de cette enquête... Vous attendez à être peut-être appelé. Mais est-ce que ça veut dire aussi que si la justice souhaite entendre les députés MoDem, qui sont aujourd'hui 2 ministres de la Défense, Sylvie Goulard, et Marielle Sarnez de l'Europe, elles peuvent être également entendues? Nous avons toujours répondu à cela. Vous estimez que vous n'avez rien à vous reprocher au MoDem? C'est pas que j'estime. J'ai une certitude que les magistrats établiront. Oui. Et ce matin, vous dites qu'il n'y avait pas, de la part, à l'époque, de Marielle Sarnez et de Sylvie Goulard, 2 ministres aujourd'hui, ou peut-être de vous-même, l'utilisation d'emplois fictifs au Parlement de Strasbourg. La preuve est très facile à établir. La preuve est très facile à établir et je n'ai aucun doute qu'elle sera établie. Quelle est la nature de vos relations aujourd'hui avec Emmanuel Macron, candidat devenu président de la République? Je vous ai dit, rarement dans ma vie, j'ai été en confiance aussi spontanée avec un président de la République. C'est l'idylle, quoi. Non, je ne dis pas l'idylle, tout ça. Ce sont des citoyens, des hommes, des femmes, qui partagent un idéal, qui croient à la même chose, qui ont entre les mains la possibilité de le mettre en œuvre. Donc ça va au-delà du pacte que vous avez conclu au début. Oui, mais c'est vrai. Attention. Or, ça va être, nous savons que ça va être difficile, et tous les Français le savent, tous ceux qui nous regardent savent que ça va être difficile. Ils savent que la situation n'est pas bonne. Et qu'on va vous attendre aux résultats. Et on c'est là que vous serez découvrira jugé à les 450 bientôt. ou Vous 500, savez que la Cour des comptes va rendre un audit de la situation réelle du pays. On verra ce qu'il en est. C'est difficile, c'est exigeant, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout du renouvellement profond que la vie politique et la société française attendent. Et faites attention parce que tout nouveau, tout beau. Il faut que ça, il faut que ça dure. Mais on se reverra. Mais vous Merci savez d'être bien, venu. il y a des moments, ça a été le cas à la Libération, ça a été le cas en 58, où le pays a tellement besoin d'une refondation. 1980. Refondation. Cette refondation, elle est là. De nouveau, on va pouvoir avoir confiance, en tout cas se battre pour ça, sans que les intérêts partisans l'emportent sur l'intérêt général. Merci d'être venu, François Bayrou. À la prochaine. Et demain, je recevrai la nouvelle ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Merci.